Vincent, il disait qu'il y a fait un recyclage à partir du canon classique vers les microbes. Je n'ai pas trop compris. Les bactéries, hein, c'est ça? Oui. Donc, ancien étudiant ou canon classique, Vincent Daniel-Girard, une petite présentation intitulée Des bactéries au service de la médecine, point d'interrogation, développement d'infection. Circonstance sur circonstance, ça fait maintenant 3 ans qu'il travaille sur la production de cellulose bactérienne destinée au domaine médical, un parcours éclectique pour une personne éclectique. Donc, je laisse faire la révélation. Merci. Bonne chance. Bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter, je vais vous parler de bactéries, mais au service de la médecine. C'est quelque chose qu'habituellement, on n'entend pas toujours parler parce qu'habituellement, la médecine, ça sert plutôt à tuer les bactéries. Mais on peut comprendre pourquoi les bactéries, ça a une mauvaise réputation parce que généralement, ceux qu'on connaît, c'est par exemple ceux qui donnent le tétanos, le botulisme, la chlamydia. Donc, on peut comprendre qu'ils ont une mauvaise réputation, mais en même temps, leur mauvaise réputation vient en même temps du fait que ceux les plus connus sont aussi celles qui rendent le plus morts. Donc, on peut comprendre ça. Mais leur mauvaise réputation n'est pas vraiment justifiée parce qu'en fait, 95% des bactéries sont considérées comme étant inoffensives pour l'humain. Puis en fait, dans ce 95%-là, la majorité, là, le 5% qui reste, la majorité, c'est qu'il faut vraiment, vraiment en mettre beaucoup là, pour que ça soit nocif. Aussi, petite anecdote, vous avez tous dans vous environ 40 000 milliards de cellules. Puis, vous avez aussi environ la même quantité de bactéries sur vous. Donc, vous êtes à peu près à moitié bactéries, si vous voulez. Puis, évidemment, les 40 000 milliards ne veulent pas tous vous tuer. Donc, une chance qu'ils ne veulent pas tous. Évidemment, on en retrouve, vu qu'il y en a autant partout, on en retrouve partout, puis on en retrouve aussi sur la nourriture de façon accidentelle et aussi volontaire. Par exemple, les façons volontaires qu'on va retrouver, c'est dans le fromage, le kimchi, le kombucha. Donc, c'est tous des endroits où on va en consommer de façon volontaire. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, les bactéries, juste parce que j'assume qu'il y en a beaucoup qui savent comment ça fonctionne, mais tout simplement, une bactérie, en fait, une bactérie, c'est complexe, mais son métabolisme, c'est simple. En gros, ça a besoin d'un milieu humide, puis de sucre. Puis ce que ça va faire, c'est que ça va se multiplier, puis faire plein de choses avec. Là, comment vous voyez le plein de bonnes choses que ça fait? Soit c'est du caca de bactéries pour vous, ou c'est des choses de fun, ça c'est votre choix. Moi, je préfère le voir comme des bonnes choses. Évidemment, donc, moi, mon objectif en génie biotechnologique, c'est d'utiliser des bactéries pour faire plein de bonnes choses que je peux contrôler. Donc, évidemment, je vais revenir sur le kombucha tantôt parce que c'est là-dessus que je travaille. Moi, je travaille sur en fait, un des produits du kombucha qui est un des produits qui n'est pas désiré par les personnes qui produisent du kombucha. Est-ce qu'il y en a ici qui en ont déjà fait du kombucha? Il y en a beaucoup, je le savais. Je connais ma dévote là-dessus. Mais donc, dans cela, vous avez sûrement déjà vu ça dessus, il y a une chose qu'on appelle la maman kombucha ou le maman champignon, ou je ne sais pas comment vous l'appelez, mais il y a plein de façons de le dire, ou le SCOBY. SCOBY qui veut dire Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast, qui est une façon correcte de le dire parce que c'est ça que ça contient, c'est des bactéries et des levures. Cette chose-là est essentiellement constituée de ce qu'on appelle la cellulose bactérienne, ce qui est dans le fond de la cellulose au final. La cellulose, c'est la même chose que ce qu'on trouve dans les plantes. En fait, c'est le constituant essentiel de tous les végétaux. C'est ce qui donne la structure aux plantes. Mais il y a une différence essentielle, une différence vraiment majeure entre la cellulose qui provient des plantes et celle qui provient des bactéries du kombucha. C'est le fait que celle des plantes n'est pas ordonnée. Elle va être un petit peu aléatoirement construite. Et celle-là des bactéries, elle va être super ordonnée, ce qu'on appelle dans le fond une structure qui est semi-cristalline. Ça va lui donner plein de propriétés, que ce soit là, au niveau de la résistance, de la teneur en eau ou de la pureté, par exemple. Mais là, je vous parle de bactéries depuis tantôt, puis on est supposé parler de médecine. Donc, je vais faire comme un 360, puis on va commencer à parler de choses un peu plus dégueu. Donc, si vous voyez à l'écran, en fait, c'est une complication qui a été en fait créée, pas créée, mais qui a été causée par, dans le fond, une infection suite à une craniotomie. Donc, c'est un accident.
C'est causé par des vis qu'on met pour faire les craniotomies. Après avoir fait les craniotomies, on met des vis. Puis quand il y a des gens qui ont, par exemple, la peau mince, la vis peut aller éroder la peau au niveau quand il y a de la friction, puis éventuellement la percer. Ça crée les affections que vous voyez à l'écran. On estime qu'en Amérique du Nord, il y a environ 24 000 patients qui vont subir des complications suite à une craniotomie. C'est environ 5 des opérations. C'est quand même non négligeable. Juste pour vous éclaircir un peu sur ce que c'est une craniotomie, j'ai un super graphique avec un bonhomme pas très beau. Mais en gros, dans le fond, c'est toutes les opérations, c'est qu'on va enlever un morceau de la boîte crânienne, puis qu'on va, dans le fond, faire des opérations au niveau du cerveau. Mais quand on a terminé l'opération, il va falloir évidemment qu'on remette une vis en place, puis qu'on remette, dans le fond, le morceau de la boîte crânienne en place. C'est là que les complications qui sont dues à l'érosion vont commencer à apparaître. Et dans le fond, la solution que nous, on propose dans notre groupe de recherche, c'est de mettre la cellulose bactérienne que je vous ai parlé, mais entre la vis et la peau. Ça ferait comme un genre de coussin qui permettrait d'éviter le frottement entre les deux. Donc, vous pouvez voir ça de différentes façons, mais nous, on aime ça le voir comme un genre de pansement, mais à l'intérieur. C'est une forme de coussin. Donc, évidemment, on ne peut pas juste prendre la membrane de cellulose bactérienne et le mettre dans les gens, parce que si on faisait juste de mettre du kombucha dans des gens, je ne serais pas ici en ce moment. donc, on a un procédé qui fait en sorte qu'on doit enlever absolument toutes les bactéries de la cellulose bactérienne. Puis en fait, pour enlever absolument toutes les protéines, les bactéries, les déchets cellulaires, pour obtenir au final une membrane qui ne contient que de la cellulose bactérienne. On veut absolument ce produit parce que c'est ça qui va être utile pour la protection. Donc là, vous allez voir une petite vidéo, c'est à part. Elle va-tu partir? Ah, elle va partir, super. Une petite vidéo de quoi ça ressemble le produit qu'on fait à la fin. Donc, vous voyez, c'est transparent, c'est translucide aussi. Ça retient beaucoup, beaucoup d'eau, puis il y a une très bonne résistance mécanique aussi. C'est gluant. Puis ces propriétés-là, donc par exemple, le fait que c'est très, très hydraté, que c'est fait de cellulose bactérienne, ça fait en sorte que c'est très biocompatible. Donc, ça veut dire que quand on l'insère dans quelqu'un, il n'y aura pas de réaction immunitaire associée. Et aussi très peu, ce qui fait en sorte qu'on limite les degrés de liberté, en fait, toutes les possibilités d'erreurs qu'il pourrait avoir ou s'il y a quelque chose qui se passe, on sait que c'est dû à de la cellulose bactérienne. C'est très hydraté, ce qui fait en sorte que, par exemple, quand il y a des nouveaux vaisseaux sanguins qui se forment, ils vont pouvoir se faire à même le moment. Puis c'est évidemment très résistant, ce qui fait en sorte que durant la période de convalescence, la personne va pouvoir être protégée et il ne va pas avoir la membrane ne sera pas percée par l'implantaire. Donc là, je sais que vous avez tous hâte de vous faire implanter ça. Puis, mais j'ai des mauvaises nouvelles. Parce que ça prend beaucoup, beaucoup de temps de faire approuver ça. Donc, moi, à ma maîtrise, en ce moment, je travaille là-dessus à temps plein. Puis, l'objectif de ma maîtrise, c'est de vérifier c'est quoi la biocompatibilité de la chose. Donc, on teste ça sur un modèle, sur des rats, en fait. Puis, à la fin de ma maîtrise, on va pouvoir commencer des tests homologués qui vont permettre d'être approuvés par Santé Canada. Puis, éventuellement, dans quelques années, on espère qu'il va pouvoir avoir cette membrane-là disponible sur le marché pour protéger les patients. Et encore mieux, de protéger dans d'autres endroits pour d'autres raisons. Là, par exemple, s'il y a des choses pointues qui sont essayées dans les gens, mais à d'autres endroits que dans la tête, ça peut fonctionner aussi. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, je ne foucherai pas de la question. Oui. Donc, la question, c'est est-ce que ça se désintègre dans le corps? Est-ce que ça reste là? C'est une super question en passant. La réponse, c'est que ça reste là. Ça ne peut pas être dégradé par le corps humain, mais essentiellement, vu que c'est 99% de cellulose, non, c'est moi. 99% d'eau et 1% de cellulose, ça devient comme un échafaud pour créer des nouveaux tissus. Donc, ça reste là, mais au final, ça ne paraît pas. Quand ça se fait comme résorber par le corps. Donc, ça ne se fait pas dégrader, mais résorber plutôt. Ça ne pourrait pas servir à remplacer des disques dans la colonne? Si ça pourrait servir à remplacer des disques dans la colonne, probablement pas, non. C'est vraiment comme une solution temporaire parce que c'est essentiellement juste de l'eau.
c'est une membrane résistante qui contient de l'eau, mais voilà. C'est quoi la durée de vie et dans le sens que ça dure? Ouais. La durée de vie de la membrane, donc la question c'est c'est quoi la durée de vie? On ne sait pas. On ne sait pas encore c'est quoi la durée de vie. On sait que c'est en bas d'1 an, mais puis c'est en haut de quelques semaines. Donc, mais on ne sait pas exactement encore si c'est des expériences qui doivent être faites. Ouais. Donc la question c'est est-ce que ça pourrait être utilisé pour le traitement des grands brûlés? C'est ça? Mais la réponse à ça c'est oui, puis c'est déjà utilisé pour ça. Donc, il y en a déjà, c'est déjà disponible, puis nous, on fait des recherches plus au niveau à l'intérieur. On a une question en ligne. Oui, c'est comment cette hypothèse d'utiliser cette membrane-là a été vue? OK. Donc, la question, c'est d'où est-ce que cette hypothèse-là d'utilisation de la membrane est venue? En fait, ça vient de cliniciens du CHU qui ont des problématiques à cause de ça. On a des ORL puis des neurochirurgiens qui ont posé cette problématique-là parce qu'ils voyaient, dans le fond, beaucoup de récidives à des craniotomies, par exemple. Okay. Donc, la question, c'est est-ce qu'il y aurait d'autres, dans le fond, domaines ou avancées cliniques, dans le fond, d'autres endroits où on pourrait l'utiliser, c'est ça? On a eu en théorie, ça pourrait être utilisé n'importe où dans le corps. On a vu, dans le fond, plutôt des personnes qui ont proposé que ça pourrait être utilisé au niveau de la mâchoire pour protéger, pour faire comme un coussin au niveau des opérations de la mâchoire. Mais, dans le fond, il y a évidemment beaucoup d'autres. Si c'est juste clinique, la question, dans le fond, n'importe où il y a des endroits qui peuvent être piquants quand on fait des implants, ben, on peut mettre cette membrane-là entre. C'est comme un intercanal, ça va venir protéger. Mais sinon, en clinique, je n'ai pas d'autres avis. Donc, la question, c'est, dans le fond, dans la vidéo, on a vu que la membrane est à peu près grande comme ça, là. Elle est à peu près 10 cm. Mais est-ce que c'est ça qu'on implante chez les gens? Puis la réponse, c'est ça va dépendre. Ça va être une membrane que, mettons, quand on va la produire, on va pouvoir la découper, la mettre à la grosseur qu'on veut. Les plaques, par exemple, peuvent atteindre cette dimension-là. Donc, on pourrait mettre des disques de cette grandeur-là. Mais pour la plupart des opérations, ce serait plus petit. Excellente question. Et la question, c'est quoi, comment on purifie la cellulose? C'est quoi le niveau de pureté? Essentiellement, on purifie à l'aide d'une base. Donc, on va faire de l'hydrolyse basique. Donc, ça va venir détruire les cellules, détruire les trucs, puis dans le fond, tout détruire ce qu'il y a à l'intérieur. Puis avec tout simplement des changements d'eau, on est capable d'enlever la majorité des produits. Le niveau de pureté, on ne l'a pas encore vérifié parce que c'est difficile de mesurer la pureté de la cellulose, mais on sait que ça va être en haut de 99 probablement. Ben, pas mal certain que ça va être en haut de 99 Il faut enlever les dernières petites choses qui peuvent rester attachées à la cellulose. Ceux-là, il faut les enlever parce que souvent, Santé Canada n'aime pas ça quand il y a d'autres petites choses collées avec ton produit. La question, c'est est-ce qu'il y a des risques de complications? C'est une excellente question. On ne sait pas encore s'il y a des risques de complications. Il y a des études qui montrent que l'insertion de cellulose dans le corps n'entraîne pas de complications. Mais là, encore là, il faut que nous-mêmes, on le vérifie avec la cellulose bactérienne. On s'attend à ce qu'il n'y ait pas de complications. C'est pour ça qu'on dépense de l'argent pour faire des tests parce qu'on sait c'est quoi déjà les résultats un peu. Parce que si on ne savait pas les résultats qu'on va dépenser à coût de 5 000 $, ça serait de l'argent gaspillé. Donc, Merci pour la présentation. Merci beaucoup.